On arrive maintenant aux conclusions de ce colloque avec Anastasios Brenner, qui est professeur de philosophie à l'université Paul Valéry de Montpellier, Montpellier 3, au Centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, qui est une équipe associée du ministère de l'Éducation nationale. Il est membre correspondant de l'Académie internationale de l'histoire des sciences. Il est membre du Comité national français d'histoire et de philosophie des sciences, qui dépend de l'Académie des sciences. Il est membre du comité de rédaction de la revue d'histoire des sciences, ainsi que du comité de rédaction OPOS, c'est-à-dire The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science. Il est membre du conseil scientifique du centre Georges Canguilhem de l'université Paris Diderot, Paris 7. Et il est bien évidemment l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Il y en a déjà 14 depuis 2012. En conclusion de ce colloque, Anastasios Brenner va nous parler de la dynamique de la science à Montpellier. Oui, alors en fait, j'ai transmis mon titre tard, donc j'ai trouvé un autre titre, qui est l'esprit scientifique montpelliérain. J'espère que ça colle encore mieux à ce qui est attendu. Donc me revient l'honneur, c'est peut-être un piège aussi, de donner une conclusion. Je vais évidemment partir de donc ma spécialité, donc la philosophie des sciences, mais la philosophie des sciences aussi a pour tâche justement de dessiner l'esprit scientifique. Donc je vais tenter avec vous de dessiner l'esprit scientifique montpelliérain. Alors, comment rendre justice aux recherches nombreuses et ambitieuses évoquées lors de ces 2 journées? Je vous propose d'aborder cette question donc par le biais du concept d'esprit scientifique. On aura sans doute saisi l'allusion à l'une de nos gloires régionales, Auguste Comte. En effet, celui-ci a placé au centre de sa pensée une loi de développement de l'humanité à travers 3 états successifs qui correspondent à autant de formes d'esprit théologique, métaphysique et enfin positif. Donc prenons appui sur cette idée, j'avance la thèse qu'il existe un esprit scientifique montpelliérain qui caractérise la spécificité et la vitalité de la recherche locale. On peut prendre comme guide les discours tenus au sujet de la science, c'est-à-dire la philosophie des sciences, qui vise à rendre compte des sciences dans leur ensemble, à réfléchir sur la pratique scientifique et à s'interroger sur la place de la science dans la société. Au cours de mes recherches, qui ont porté en grande partie sur l'épistémologie française, sur l'école bachelardienne et ses prédécesseurs, j'ai été amené à rencontrer plusieurs figures montpelliéraines. Bien entendu, Comte et Charles Renouvier, mais également Gaston Milhaud, qui a enseigné la philosophie pendant 15 ans à la faculté des lettres, avant d'obtenir une chaire de philosophie des sciences à la Sorbonne, la première chaire créée dans cette discipline, donc en 1909. Je voudrais prévenir d'emblée tout malentendu. Ces 3 penseurs que j'ai évoqués sont des scientifiques de formation. Leur but est d'étendre l'esprit scientifique à la philosophie et non pas d'opposer la philosophie à la science. On pourrait citer bien d'autres auteurs qui sont illustrés dans ce domaine à Montpellier ou dans sa région. Ainsi, Jacques Draparnaud, naturaliste et médecin, publie en 1802 un discours sur la philosophie des sciences qui semble être le premier ouvrage consacré à cette question. Ce discours est prononcé à l'occasion de l'ouverture des cours de la nouvelle école centrale de l'Hérault. Je le cite. « J'ai cru ne pouvoir mieux remplir cette tâche honorable qu'en consacrant ce discours à la philosophie. La philosophie digne de notre étude est une science purement expérimentale, qui est toujours active dans ses conceptions et dans ses travaux, comme la nature même, qui est le but constant de ses recherches et de ses efforts. C'est en un mot la philosophie des sciences. » Draparnaud réunit dans cet opuscule un savoir accumulé depuis le début de la science moderne. Il cite abondamment
Bacon, mais aussi Newton, Locke, et parmi ses prédécesseurs immédiats, Thomas Reid et Condillac. Le mérite lui revient surtout d'avoir ouvert un champ d'études qui va prendre de plus en plus d'autonomie. Traparno est certainement un maillon à ne pas négliger dans l'histoire du développement de la philosophie des sciences. Il faudrait encore évoquer Joseph Gergonne, qui, quelques années après, fonde à Montpellier les Annales de mathématiques pures et appliquées, et auprès de qui John Stuart Mill s'est initié à la logique. Sa stratégie de recherche mérite d'attirer notre attention. Ostracisé par les mathématiciens parisiens, il porte plutôt ses efforts sur l'histoire et les fondements des mathématiques, anticipant par là certains résultats de la logique mathématique de Peano et de son école, donc bien plus tard, à la fin du XIXe siècle. N'oublions pas non plus Pierre Duhem, physicien, historien et philosophe des sciences, qui a rédigé au début du XXe siècle une bonne partie de sa monumentale Histoire de la science ancienne et médiévale, appelée Système du monde, non loin d'ici, dans sa maison familiale de Cabrespine. Ou encore Alexandre Coiré, qui obtient son premier poste universitaire en 1930 à la faculté des lettres de Montpellier. Il va s'illustrer dans le domaine de l'histoire des sciences à l'école des hautes études à Paris, puis à l'université de Princeton. Je ne peux que constater que notre ville est surreprésentée dans le domaine de la philosophie des sciences. Et j'aimerais en explorer avec vous les raisons. On peut invoquer plusieurs facteurs qui expliquent l'essor et la particularité du développement scientifique montpelliérain. Il y a bien entendu à l'origine ce grand brassage culturel sur les rives de la Méditerranée, ceux qu'on appelait les Juifs du Pape, la traduction des textes grecs inconnus jusqu'alors en Occident, l'apport propre de la civilisation arabe à l'essor scientifique, ainsi que les débats entre les différentes conceptions religieuses et philosophiques. Au début du XVIIIe siècle est créée la Société royale des sciences de Montpellier, en union avec l'Académie royale des sciences de Paris, ce qui stimule la recherche locale, tout en assurant une voie de communication avec la capitale. Enfin, l'école de médecine, illustrée par Bourdeux, Barthez et Bichat, qui, à travers le vitalisme, diffuse une vision humaniste et philosophique. On constate de rechef le choix, face à la concurrence intellectuelle, de privilégier une science résolument réflexive. L'autre trait que l'on relève est une certaine indépendance d'esprit. Rappelons le cas de Comte, qui, s'opposant à la Restauration, a démissionné de l'école polytechnique. En marge des grandes institutions scientifiques, il s'est efforcé de développer une philosophie fondée sur la science, susceptible de permettre une réorganisation politique et sociale. De même, Renouvier, après le coup d'État de Napoléon III, a renoncé à une carrière dans la haute administration pour revenir dans sa région natale, cultiver une philosophie républicaine et scientifique, sans compromission avec le régime autoritaire. Comte, Renouvier et Millot représentent 3 générations. Ils nous permettent de suivre l'évolution de la philosophie des sciences au cours du XIXe siècle et au commencement du XXe siècle. Au début du cours de philosophie positive, Comte explique sa doctrine qu'il appelle positivisme. Dans l'état positif, l'esprit humain, reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers et à connaître les causes intimes des phénomènes, pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage bien combiné du raisonnement et de l'observation, les lois effectives, c'est-à-dire leurs relations invariables de succession et de similitude. Renouvier
prolonge la réflexion sur les sciences en prenant en compte les méthodes et les champs négligés par son prédécesseur, tels que le calcul des probabilités et l'astrophysique. Ces 4 volumes d'essais de critique générale, remaniés au fil des éditions, embrassent successivement la logique, la nature, la psychologie et l'histoire. Son œuvre représente, pour nombre de ses contemporains, une présentation systématique et renouvelée des grands débats philosophiques à la lumière des sciences. Quant à Millot, qui a reçu une formation mathématique de haut niveau à l'École normale supérieure, il développe une pensée philosophique en réponse à la crise que traverse la science du tournant du XXe siècle, bouleversée par les révolutions mathématiques et physiques. Il obtient la reconnaissance institutionnelle de la philosophie des sciences par la chaire créée donc en 1909 à la Sorbonne, discipline donc qui va prendre une importance croissante. Millot ne veut pas s'en tenir à la sphère de l'expérience subjective. Son ambition est d'étendre le domaine de la philosophie. Je le cite. « Qu'est-ce que la philosophie ? Sinon une sorte de pensée au second degré, une pensée de la pensée, une réflexion sur toute idée qui intéresse l'intelligence de l'homme. » Lors d'un colloque consacré à ce penseur il y a quelques années ici, les chercheurs présents ont constaté la remarquable interdisciplinarité mise en place à Montpellier par Millot dès le début du XXe siècle. Résultat d'une collaboration étroite entre les différentes facultés de l'université. J'évoquerai maintenant Émile Boutroux, qui lui aussi est passé brièvement par Montpellier, quelques années donc avant Millot. Cet éminent historien de la philosophie n'aura de cesse d'insister sur le rapport intime entre science et philosophie. Selon lui, la science a imprimé une tournure d'esprit dont on ne peut désormais se départir, susceptible de donner un élan à la pensée. Il n'en reste pas moins une place pour une réflexion philosophique, car la raison déborde la science. Elle engage action, jugement et discernement. La démarche scientifique présuppose un sujet connaissant, le cogito cartésien, qui est son foyer d'activité. En même temps, les sciences engagent un travail collectif qui implique l'adhésion des intelligences et dont il s'agit de comprendre le processus. On pourrait prolonger encore notre chronologie. Si Alexandre Coiré n'a enseigné que brièvement à Montpellier au cours des années 1930, il a trouvé une source d'inspiration dans l'œuvre de Millot. À travers ses travaux sur Galilée, Descartes, Newton et leurs contemporains, il a su imprimer une étude historique renouvelée de la révolution scientifique moderne. Enfin, plus près de nous, je voudrais évoquer Jean-Pierre Séris, disparu prématurément en 1994. Il était professeur à l'université Paul Valéry, avant d'intégrer l'université Panthéon-Sorbonne, où il a pris la direction de l'Institut d'histoire et philosophie des sciences et des techniques. Son œuvre, qui ouvre le champ à une philosophie de la technique, a joué un rôle pionnier dans la reconnaissance de l'importance de la pratique dans l'étude de la science. Enfin, j'en arrive à la conclusion de la conclusion, si je puis dire. J'ai parlé surtout de l'esprit scientifique montpelliérain dans son histoire. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? On ne peut s'empêcher de constater des changements profonds dont il a été question ici pendant ces 2 journées. La mobilité des enseignants et des chercheurs, la dimension internationale de plus en plus prononcée, qui ont eu pour effet d'estomper les spécificités locales. La recherche montpelliéraine se distingue
de moins en moins de celles produites ailleurs. On ne s'en plaindra pas. Ce sont la reconnaissance de nos chercheurs et leur appartenance à une communauté mondiale. Ce sont aussi des opportunités pour les étudiants que nous formons. En même temps, une menace se profile. La disparition d'une certaine façon de concevoir la science, si bien illustrée par Comte, Renouvier et Millot. Une science qui revient sur son passé, qui s'interroge sur sa dimension humaine, bref, une science qui se pense. Je ne puis que former le vœu que cette conception de la science ne s'efface pas complètement à Montpellier. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Sans doute, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un appui total à cette façon de voir les choses. Effectivement, on est devant une sorte de tension dialectique entre, d'une part, la nécessité d'universalité, mais d'une universalité qui suppose aussi des individualités, et qu'il est certain que les milieux qui ont formé les générations, les lieux, les traditions, enfin tout ce que l'on peut imaginer, façonnent le fonctionnement même de la science. Et que vouloir tout uniformiser, c'est peut-être réduire effectivement les possibilités immenses de création d'hypothèses, etc., qui sont finalement l'élément moteur du progrès de la science. Donc je crois que tu as tout à fait raison de souligner qu'il faut que cette tension dialectique se maintienne et que l'un des deux termes ne s'efface pas. Voilà, nous sommes évidemment bien d'accord sur cette question. Bon, ben on arrive bientôt au terme de ce colloque. Je pense que vous avez pu quand même apprécier pendant les 2 jours qui se sont passés un certain nombre d'éléments factuels qui peut-être changent un petit peu la vision que vous aviez de la science en général, aussi de la science à Montpellier. J'espère que vous êtes persuadés qu'il se fait de la bonne science à Montpellier. Vous avez pu constater que la science coûte cher. Vous avez eu des appareillages importants qui coûtent des millions d'euros. Cet argent, il faut aller le chercher dans un cadre institutionnel où l'argent d'État diminue de plus en plus et où des laboratoires sont amenés à avoir leur budget opérationnel de recherche couvert à 85% à peu près par la recherche de contrats. C'est-à-dire que l'argent institutionnel sert à payer les rames de papier des photocopies. Deuxièmement, vous avez pu constater que cette science est de plus en plus imbriquée dans le milieu socio-professionnel. On l'a vu en informatique, en robotique, en électronique. On voit actuellement des start-up dans nos laboratoires. On voit des bâtiments qui se construisent pour des entreprises privées dans des campus universitaires, ce qu'on ne voyait pas autrefois. Et il n'y a donc plus de sciences fondamentales et de sciences appliquées. Et d'ailleurs, les gens qui font de la science fondamentale justifient les crédits nécessaires à cette science fondamentale par le fait que dans quelques années, des applications surgiront, parfois de façon inopinée, à partir des recherches fondamentales qui se font. Donc, recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est simplement une question d'échelle de temps. Et enfin, vous avez vu certainement qu'une science ne peut pas progresser toute seule. Aujourd'hui, la physique ne peut pas progresser sans l'informatique. La médecine ne peut pas progresser sans les autres sciences. Si la médecine a fait des progrès considérables, c'est parce qu'on a été capable de faire des analyses chimiques et de les faire de façon automatique. Vous avez vu des appareils d'IRM. Dans un appareil d'IRM, il y a de la physique, il y a de la médecine bien sûr, mais il y a aussi de la physique, il y a du calcul, il y a de l'informatique, il y a des algorithmes. Autrement dit, l'imagerie
médicale n'existerait pas si les autres sciences n'existaient pas. Donc une interaction considérable entre les différentes sciences, et on est confronté à un problème qui a été soulevé il y a quelques instants d'ailleurs, qui est le fait que tout en ayant la nécessité d'être en interaction avec les autres disciplines, une science ne doit pas perdre le cœur de son métier. L'interdisciplinarité, c'était quelque chose de fondamental, quelque chose d'indispensable. Mais l'interdisciplinarité est constituée de deux mots. La racine, qui est la discipline. Et la discipline, ça veut dire quelque chose. Et il y a le préfixe inter. Et le préfixe tout seul ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdisciplinarité s'il n'y a pas d'abord une disciplinarité, c'est-à-dire un cœur de métier. Et je me souviens que lorsque j'étais au Comité national d'évaluation des universités, on avait évalué l'une des plus grandes universités françaises, l'université Joseph Fourier de Grenoble, entre autres. Et cette université étant très grande, on avait choisi d'évaluer un certain nombre de disciplines, et on n'avait pas choisi la mécanique, parce que la mécanique était un point fort de Grenoble. Eh bien, on a été interpellé par les mécaniciens qui avaient un gros problème qui nous avait échappé alors, qui était qu'il n'y avait plus de mécanique à Grenoble. C'est-à-dire que les mécaniciens travaillaient au service des autres disciplines, chacun travaillait pour une discipline différente, et le cœur du métier de mécanicien avait disparu. Et donc notre recommandation, ça a été d'abord de se recentrer sur le métier de mécanicien, de façon justement à pouvoir être en mesure, à long terme, pas dans l'immédiat, ça ne se passe pas sur les 2 ans ou 3 ans qui viennent, mais à long terme, de pouvoir travailler en relation avec les autres disciplines. Donc j'espère que les 2 jours que vous avez passés ici vous ont permis d'apprécier ces différentes facettes de l'évolution actuelle des sciences, à peu près dans toutes les disciplines. Oui, pour prolonger ce que vient de dire Jean-Pierre Nougier, je voudrais ajouter un point qui me paraît ressortir de ces 2 journées aussi, c'est l'urgence, la nécessité absolue de rechercher les convergences et les complémentarités entre les sciences humaines et sociales et celles dont nous avons beaucoup parlé pendant ces 2 journées. Cette urgence m'apparaît d'autant plus nécessaire à Montpellier que, vous le savez, la voie institutionnelle, pour utiliser un langage diplomatique, n'est guère possible pour le moment. Il faut donc, comme l'a évoqué tout à l'heure Alain Foucaran, et comme d'autres intervenants l'ont évoqué, que cette complémentarité soit recherchée, cultivée, et par d'autres voies que la voie institutionnelle, la voie des partenariats, la voie des accords, la voie des échanges entre équipes. Il y a plein de solutions qui peuvent contourner les obstacles institutionnels. Donc il me semble que l'une des leçons que je retiens, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va organiser dans les mois qui viennent un autre colloque sur les complémentarités entre les 2 grands domaines scientifiques. Je suis en train de dire simplement que les quelques exemples qui ont été évoqués illustrent l'urgente nécessité, ici comme ailleurs, mais peut-être plus ici qu'ailleurs compte tenu des obstacles institutionnels. L'urgence exige que ces complémentarités soient recherchées, poursuivies, cultivées de la manière la plus systématique qui soit. Si les réflexions de ces 2 journées ont pu, comme pour moi, vous aider à en percevoir la nécessité et l'urgence, je pense qu'on aura aussi atteint un objectif intéressant. Merci en tout cas de votre présence et d'avoir résisté à ces 2 journées longues, passionnantes et extrêmement denses. La séance est levée.